Bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose de difficile à croire, mais c'est une histoire vraie. Préparez-vous à être choqués. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. L'histoire commence maintenant. J'étais assise sur le canapé, fixant les petites taches sombres qui grouillaient le long des fissures de notre mur. C'était un matin de novembre, gris et humide, et je sentais que ma vie entière était sur le point de basculer. Michel, il faut que tu vois ça, et vite. J'ai appelé mon mari qui venait de rentrer de son service de nuit comme agent de sécurité. Il est entré dans le salon, l'air exténué, mais en voyant l'ampleur du désastre, son visage s'est décomposé. Mon Dieu, c'est une véritable catastrophe, des termites. J'ai senti mes épaules s'affaisser et je me suis laissé tomber sur le lit, cachant mon visage dans mes mains. À 27 ans, je pensais avoir tout stabilisé, un emploi stable dans la petite pharmacie de notre quartier, une routine tranquille, un mariage prévisible avec Michel. Mais cette invasion m'a montré à quelle vitesse tout peut changer. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» ai-je murmuré d'une voix brisée. Michel a soupiré profondément. « Je dois appeler une entreprise de désinsectisation, mais ils m'ont prévenu qu'il leur faudrait au moins 3 semaines pour tout éradiquer. Rester ici était impossible. Nos options étaient limitées. Ma famille vivait loin, en province, et notre situation financière ne nous permettait pas de louer un autre appartement. On pourrait peut-être aller chez ton père, a suggéré Michel, l'incertitude dans la voix. Le père de Michel, Monsieur Dubois, habitait une vieille maison dans le 16e arrondissement, près de la gare de Passy. Veuf depuis 5 ans, il maintenait une certaine distance avec nous, préférant sa routine de lecture, ses balades au jardin du Ranelagh et le soin de son petit jardin urbain. « Tu crois qu'il accepterait ?» ai-je demandé. « La seule façon de le savoir, c'est de lui demander, » a-t-il répondu. Cet après-midi-là, nous nous sommes retrouvés devant sa résidence, une construction des années 60 avec sa façade en briques rouges, une petite terrasse et une porte en bois bien entretenue. Monsieur Dubois a ouvert la porte, visiblement surpris. À 60 ans, c'était un homme mince, aux cheveux poivre et sel, toujours vêtu d'un pantalon de velours côtelé impeccable et d'une veste en laine. « Michel, Amélie, qu'est-ce qui vous amène ?» Michel a expliqué la situation et son père a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Je comprends parfaitement, » a-t-il dit finalement. « Vous pouvez rester, mais à une condition, vous ne devez pas perturber ma routine quotidienne. Je me couche à 21h, je me lève à 6h du matin et je tiens à la tranquillité de ma maison. » J'ai ressenti un mélange de gratitude et de nervosité. « Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Nous promettons de ne pas vous déranger. » Cette nuit-là, alors que Michel partait pour son travail, je me suis retrouvée seule avec Monsieur Dubois dans le silence de la vieille maison. Je suis restée dans le salon, observant la pluie qui frappait les carreaux, tandis qu'il résolvait une grille de mots croisés. « Je sais que cette situation n'est pas simple pour toi, » a-t-il dit inopinément. « Tu es une jeune femme habituée à son indépendance. » Sa perspicacité m'a surprise. « Tout ira bien, » ai-je répondu. « Ce n'est que temporaire. » « Rien n'est simplement temporaire, » a-t-il répliqué en levant les yeux de sa grille. « Tout laisse une trace. » Cette nuit-là, j'ai écouté les sons inconnus de la vieille maison. Je me suis demandé ce que Monsieur Dubois avait voulu dire avec son commentaire sur ce qui était permanent. Peut-on vraiment revenir à la même vie après l'avoir abandonnée une fois ? Un soir, une semaine après notre arrivée, je préparais le dîner dans la cuisine de Monsieur Dubois. J'avais commencé à m'adapter à son rythme, me levant avec les premières lueurs du jour pour préparer le café et lisant le journal qu'il laissait sur la table. Michel rentrait de plus en plus tard, et les soirées étaient souvent un moment de calme partagé avec mon beau-père, où nous échangions quelques mots sur la journée. « Tu sais, Amélie, » a-t-il dit doucement une nuit, alors que nous étions dans le salon, j'ai rarement l'occasion de parler avec quelqu'un de choses qui m'intéressent vraiment. « Et qu'est-ce qui vous intéresse ?» ai-je demandé, m'installant confortablement dans un vieux fauteuil en velours vert dont les accoudoirs lisses et usés avaient une odeur de temps passé. « Les livres, l'histoire de ce quartier, les gens. Tu travailles à la pharmacie, tu dois voir défiler beaucoup d'histoires différentes. » Son intérêt m'a surprise. Michel n'avait jamais cherché à savoir ce que je pensais de mon travail ou de la vie en général.
Nos conversations tournaient toujours autour de sujets pratiques, les factures, les courses, les projets pour le week-end. Je pense que les gens cherchent une connexion, ai-je dit lentement. Même quand ils achètent juste une aspirine, ils veulent que quelqu'un les écoute. Monsieur Dubois a hoché la tête. C'est une observation très juste. Cette nuit-là, j'ai découvert qu'il possédait une vaste collection de livres sur l'histoire de Paris et qu'il écrivait ses propres mémoires sur la vie dans le 16e arrondissement à travers les décennies. Je n'en ai jamais parlé à personne, a-t-il avoué en me montrant ses cahiers. Michel pense que je perds mon temps. Pourquoi ne les publiez-vous pas, ai-je demandé en lisant quelques pages. C'est fascinant. Qui voudrait lire les mémoires d'un vieil homme, a-t-il rétorqué avec un sourire amer. Probablement plus de gens que vous ne le pensez, ai-je répondu sincèrement. Les jours suivants, j'ai commencé à l'aider à organiser ses écrits. Je découvrais des récits incroyables sur la vie parisienne des années 70 et 80, sur un quartier en pleine transformation, sur des traditions qui s'éteignaient. La plume de Monsieur Dubois était précise et remplie d'émotion. Il décrivait la foule colorée des marchés de la rue de Passy, les rires qui s'échappaient des cafés, l'odeur des marrons chauds en hiver. « Tu sais, Amélie, m'a-t-il dit un après-midi, pour la première fois depuis des années, je me sens utile. » Merci. Je ne savais pas quoi répondre. Je me sentais bien dans ce rôle, un sentiment de satisfaction profonde que je n'avais jamais ressenti auparavant, ni dans mon travail, ni dans mon mariage. Mais cette nuit-là, quelque chose est arrivé qui a tout bouleversé. J'ai entendu Michel rentrer du travail plus tôt que d'habitude. Il a fait du bruit en ouvrant la porte, visiblement perturbé. « Où est mon père » a-t-il demandé d'une voix dure. « Dans sa chambre, il lit », ai-je répondu, un frisson de malaise parcourant mon échine. « Qu'est-ce qui se passe ? » Un collègue m'a dit qu'il t'avait vu passer beaucoup de temps avec lui pendant que je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais stupéfaite. Et Michel, je l'aide avec ses mémoires, c'est tout. Des mémoires ? À ce moment-là, Monsieur Dubois est sorti de sa chambre. Michel, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai, père, que tu écris une sorte de journal et qu'Amélie passe toutes ses soirées avec toi ? Monsieur Dubois a regardé son fils, puis moi. Oui, j'écris sur notre quartier, notre vie, et Amélie m'aide parce qu'elle est la seule personne à avoir jamais montré de l'intérêt. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? A demandé Michel, furieux. Pourquoi tu ne m'as jamais posé la question ? A répliqué Monsieur Dubois calmement. Quand est-ce que tu m'as demandé la dernière fois ce que je faisais, à part regarder la télévision ? Le silence a envahi la pièce. J'ai vu sur le visage de Michel à quel point la réponse de son père l'avait touché. Ce n'est pas juste, a-t-il dit finalement. Qu'est-ce qui n'est pas juste, ai-je demandé doucement, mon propre cœur battant à tout rompre. Que vous ayez développé cette connexion pendant que je travaillais pour nous faire vivre tous les trois. Mais Michel, ai-je dit, tu travailles la nuit, tu dors le jour, et quand tu es réveillé, tu es généralement épuisé. Quand avons-nous l'occasion de parler ? Ce n'est pas une excuse, a-t-il répliqué. Tu es ma femme. Et qu'est-ce que ça signifie, ai-je demandé, sentant quelque chose de nouveau s'éveiller en moi. Cela signifie-t-il que je ne peux pas avoir mes propres centres d'intérêt ? J'ai regardé Michel, un voile de tristesse voilant mes yeux. Tu es ma femme, a-t-il répété, sa voix un mélange de confusion et de colère. Et qu'est-ce que ça veut dire, Michel, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Cela veut-il dire que je n'ai pas le droit d'avoir mes propres pensées, mes propres intérêts ? La question flottait dans l'air, chargée de tout le ressentiment et l'incompréhension que j'avais enfoui depuis des années. Peut-être qu'il vaut mieux remettre cette conversation à demain, a suggéré Monsieur Dubois, posant une main apaisante sur l'épaule de Michel. Mais je ne voulais pas attendre. Pour la première fois de notre mariage, je sentais que j'avais le droit d'avoir ma propre voix. Non, Monsieur Dubois, je pense qu'il est important de régler ça maintenant. Le lendemain matin, la maison était lourde d'un silence pesant. Michel dormait, Monsieur Dubois était dans le jardin, et je suis restée dans la cuisine, une tasse de café à la main, revivant les scènes de la veille. Mes pensées étaient un tourbillon. Lorsque Monsieur Dubois est entré, ses gants de jardinage toujours à la main, il m'a regardée avec compassion. « Amélie, je suis désolée pour hier soir. » « Vous n'avez pas à vous excuser, »
ai-je répondu. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens vivante. Monsieur Dubois s'est assis en face de moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Michel et moi, c'est comme si nous vivions des vies parallèles, comme des colocataires, pas comme un couple marié. Ça peut changer, a dit Monsieur Dubois doucement. Peut-être que je ne veux pas que ça change, ai-je répondu, ma voix n'étant qu'un murmure. Peut-être que nous avons tous les deux accepté que c'était suffisant. Est-ce que c'est suffisant pour toi? J'ai regardé à travers la fenêtre dans le jardin ordonné de Monsieur Dubois. J'ai vu les plantes qu'il cultivait avec tant de soin, chacune à sa place, épanouies. Je crois que j'ai oublié ce que je désirais vraiment. Pendant si longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, être une bonne épouse, une femme calme, sans rêve qui lui soit propre. Et qu'est-ce que tu désires, a-t-il demandé, sa voix empreinte de douceur. Je veux parler, je veux partager des idées. Je veux que quelqu'un s'intéresse à ce que je pense. J'ai fait une pause, ma main tremblant légèrement autour de ma tasse. Je veux finir l'université. Cette dernière phrase m'a échappé sans que je m'y attende. J'avais toujours voulu finir mes études de pharmacie, mais j'avais mis ce projet de côté pour me contenter d'être assistante. J'avais cru que c'était le choix le plus sage, le plus raisonnable. C'est une idée merveilleuse, a dit Monsieur Dubois, un vrai sourire illuminant son visage. Cette nuit-là, lorsque Michel s'est réveillé pour aller au travail, je lui ai annoncé ma décision. Je veux finir mes études de pharmacie, ai-je dit directement. Il a eu l'air confus. Maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait, et parce que je pense que je mérite d'avoir l'opportunité de grandir, de devenir plus que ce que je suis. Mais comment allons-nous payer? On peut faire une demande de prêt. Je peux travailler à mi-temps, il y a des moyens. Michel est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit, tu as changé depuis que nous sommes ici. Oui, ai-je répondu avec plus de courage que je n'en avais ressenti, j'ai changé, et je pense que c'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr d'être prêt à changer aussi, a-t-il avoué honnêtement. C'était la chose la plus sincère qu'il m'avait dite depuis des mois. J'ai posé ma main sur la sienne, une chaleur douce s'échangeant entre nous comme une promesse fragile. Au fil des jours qui ont suivi, l'atmosphère dans la maison a changé. Elle n'était plus aussi tendue, mais elle n'était pas encore normale. Je continuais à aider Monsieur Dubois à organiser ses mémoires, mais je passais aussi du temps à explorer les possibilités de reprendre mes études. J'ai fait des recherches sur les bourses, les horaires de cours à la faculté de pharmacie de Paris et les options de prêts étudiants. Chaque pas que je faisais me donnait un sentiment de liberté et de but, quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. Un soir, Michel est rentré du travail plus tôt que d'habitude et nous a trouvés, mon beau-père et moi, penchés sur une pile de cahiers. « Je peux voir » a-t-il demandé doucement, sa voix hésitante. Monsieur Dubois et moi avons échangé un regard. « Bien sûr » a dit mon beau-père. Michel a pris un cahier et a commencé à lire. Les pages étaient remplies de l'écriture élégante de son père, des histoires sur leur quartier, des anecdotes d'enfance de Michel qu'il n'avait jamais entendues. J'ai vu son visage se transformer à mesure qu'il lisait, la surprise remplacée par une profonde émotion. Il a lu pendant un long moment, tournant les pages avec une attention respectueuse. « C'est incroyable » a-t-il dit finalement, sa voix un murmure. « Papa !» C'était la première fois que je l'entendais appeler son père, « Papa », depuis que nous étions arrivés ici. « Tu crois que c'est bon ?» a demandé Monsieur Dubois, ses yeux pétillants d'une lueur d'espoir. « C'est plus que bon. C'est important. » Cette nuit-là, alors que nous étions tous les trois assis dans le salon, Michel a pris la parole. « L'Amélie, je pense que tu dois aller à la fac. » Je l'ai regardée, surprise. « Pourquoi as-tu changé d'avis ? » Parce que je vois à quel point tu es intelligente quand tu travailles là-dessus avec papa, a-t-il dit en désignant les cahiers, et aussi parce que je n'ai probablement pas été le meilleur mari pour soutenir tes ambitions. C'était une admission humble et sincère, un pas immense pour lui. C'était la preuve qu'il avait non seulement écouté, mais aussi réfléchi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que nous étions un couple, et pas seulement des colocataires. 2 semaines plus tard, la nouvelle est arrivée,
notre appartement était enfin débarrassé des termites et prêt à être réintégré. Mais alors que nous faisions nos valises, une étrange mélancolie m'a envahi. J'allais quitter cette maison qui était devenue un refuge et cet homme qui était devenu mon confident. Nos conversations ne doivent pas s'arrêter, a dit Monsieur Dubois, comme s'il lisait dans mes pensées. Vous pouvez toujours venir dîner le dimanche, et j'aurai besoin d'aide pour l'édition du livre. Michel a ajouté, et je pense aussi que papa et moi, on devrait se voir plus souvent. J'ai souri, une vague de gratitude me submergeant. Le jour de notre départ, alors que nous étions devant la maison de Monsieur Dubois, j'ai regardé en arrière et j'ai compris à quel point j'avais changé en seulement quelques semaines. Je n'étais plus la femme qui s'adaptait simplement aux circonstances de la vie, mais une femme qui façonnait activement son existence. Et merci, ai-je dit à Monsieur Dubois, pas seulement pour le logement, mais pour m'avoir aidé à me retrouver. Tu l'as fait toute seule, a-t-il répondu en me souriant. Tu avais juste besoin d'un peu d'espace pour grandir. Quand nous sommes rentrés à notre appartement, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé les murs familiers qui me semblaient soudain différents. Michel s'est assis à côté de moi. Tu regrettes, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu, un sentiment de paix m'envahissant. Pas du tout. 6 mois plus tard, ma vie avait une nouvelle dynamique. J'avais commencé mes études à l'université, jonglant avec les cours, les révisions et mon travail à temps partiel à la pharmacie. L'appartement, qui semblait si familier auparavant, était devenu un lieu de changement. Sur le plan de travail de la cuisine, mes manuels de pharmacie se mêlaient aux croquis de Michel pour ses projets de rénovation. Il était passé à des horaires de jour dans une nouvelle entreprise. Monsieur Dubois, quant à lui, avait publié son livre sur l'histoire de Paris. J'avais passé des heures à l'aider à éditer, à corriger les épreuves et à choisir les photographies. Le jour où il a reçu son premier exemplaire, il est venu chez nous, son visage rayonnant de fierté. Nous l'avons fêté tous les 3, comme une véritable petite famille. Mon mariage avec Michel n'était pas devenu parfait du jour au lendemain, mais il était plus honnête. Nous parlions plus, pas seulement des factures ou des courses, mais de nos ambitions, de nos peurs, de ce que nous pensions vraiment. La jalousie de Michel avait fait place à l'admiration, et il était devenu mon plus grand soutien. Il me posait des questions sur mes cours, m'aidait à réviser et me rappelait l'importance de mes rêves. Et je me suis rendu compte que je vivais enfin ma propre vie, pas une vie que quelqu'un d'autre avait écrite pour moi. La conversation que j'avais eue avec Monsieur Dubois le matin du départ avait laissé une trace indélébile. Tout laisse une marque, avait-il dit. Il avait raison. Cette expérience, ces quelques semaines passées dans sa vieille maison, avaient laissé une marque profonde sur moi, m'avait transformé. Un soir, alors que je travaillais sur un devoir, Michel est venu s'asseoir à côté de moi. « Je suis fier de toi », a-t-il dit simplement. C'était tout ce dont j'avais besoin. Il avait accepté le changement. Il avait grandi avec moi, et notre amour en était ressorti plus fort, plus authentique. J'avais enfin compris ce que signifiait être une épouse, être une partenaire, une amie, une confidente, pas un simple rôle, mais une personne à part entière avec ses propres désirs et ses propres ambitions. Et pour la première fois, je sentais que nous étions un véritable « nous », construisant notre avenir ensemble, brique par brique.